Oui, bonjour Esther. Bonjour, ça Oh, va Damien? ça va très bien. Ça fait de nombreuses années que tu travailles toi, dans le domaine du marketing à l'international et aussi plus spécifiquement dans tout ce qui va être lié à l'expérience client et la relation client. Donc c'est vraiment de ce sujet-là dont on va parler aujourd'hui avec un regard le plus pratique et méthodologique possible sur cette côté de mise en mouvement. Est-ce que pour commencer, tu peux peut-être te présenter? Oui, alors je suis Esther Edelstein, je suis la directrice sales et marketing d'une société qui s'appelle Semantica, qui est effectivement spécialisée dans l'expérience client. Donc c'est une plateforme SaaS en fait qui permet de gérer l'intégralité du cycle expérience client. Donc vraiment du démarrage où on peut commencer à faire une stratégie expérience client jusqu'à la livraison de solutions et un plan d'action. Voilà, donc globalement, oui, j'ai une expérience assez globale. Je suis dans le marketing depuis de nombreuses années. Et effectivement, le pont vers l'expérience client s'est fait tout seul, parce que pour moi, les deux sont intimement liés. Quand vous faites du marketing, vous faites forcément de l'expérience client. Donc, c'est pour ça que je suis arrivée dans cette société et à un niveau international, puisque je développe en fait l'activité et toutes les activités marketing et sales au niveau global sur tous les continents. Et justement, quand on parle de relations clients et d'expérience client, c'est un sujet sur ces dernières années, en fait, on entend beaucoup parler. Les entreprises, les agences marketing prennent beaucoup la parole dessus. Et des fois, c'est pas forcément évident de différencier ce qui va être un peu de la prise de parole superficielle de quelque chose qui va être vraiment mis en place concrètement. Donc, de sortir un peu du discours pour aller vers quelque chose de très pratique. Et souvent, moi, dans l'échange que je peux avoir avec les dirigeants, alors moi, c'est principalement avec des éditeurs de logiciels et puis des ESN, il y a un peu ce discours de là de dire, bah oui, c'est évident qu'il faut mettre le client au centre des décisions, mais ok, une fois qu'on s'est dit ça, comment on fait? Et c'est un peu cette étape-là, souvent, dans laquelle on est dans les réflexions. Donc, c'est vraiment là-dessus que je vais te poser des questions aujourd'hui, parce que je pense que c'est ça qui Parfait. intéresse, c'est pragmatique. Exactement. Soyons concrets. Soyons concrets. Juste, si on prend un peu de recul avant de rentrer dans cet aspect concret, est-ce que toi, tu as un peu une vision un peu de l'état de maturité du marché? Parce qu'on parle du marché français, tu as aussi une vision d'un contexte international, un peu cette différence entre les pays, de ceux qui sont en avance, en retard, et peut-être aussi entre les secteurs d'activité. Parce qu'on pense souvent au retail quand on pense expérience client, mais bon, de mon point de vue, ça va aussi au-delà. Donc ça m'intéresse d'avoir ton point de vue là-dessus. Oui, bien sûr, ça va au-delà. Alors, l'expérience client, il faut remettre les choses dans leur contexte. C'est quelque chose quand même d'assez nouveau. Et c'est pour ça que les gens sont assez conceptuels, en fait, sur le discours, sur l'expérience client. Si on revient un peu aux différentes révolutions qu'il y a eu, il y a quelques années, on a eu la révolution digitale. Donc ça, tout le monde la connaît, c'était la 3.0. Qu'est-ce que c'était la révolution digitale? Bah, c'était de donner accès à tout le monde à un maximum de produits et de services. C'est rendre l'accessibilité facile. En gros, c'était ça. Donc, on était dans cette ère-là. Maintenant, on entre dans une autre ère. Parce qu'une fois qu'on a eu cette révolution digitale, quel est le next step? Bah, c'est vraiment d'être dans l'expérience client parce qu'une fois que vous avez un produit et un service et vous pouvez choisir parmi une panoplie, qu'est-ce qui fait la différence? Bah, ce qui fait la différence, c'est que vous allez avoir plus de plaisir à aller sur certaines marques plutôt que d'autres parce que votre expérience va être meilleure. Et c'est pour ça qu'on rentre dans cette ère de l'expérience client qui devient globale, généralisée. Les entreprises ont bien compris que si elles prenaient ce pli-là, il y a déjà d'ailleurs quelques-unes qui ont déjà pris le pli, qui sont déjà au devant de la scène. Et c'est pour cette raison-là, elles ont compris, elles sont vraiment ce qu'on appelle customer centric, mais pas seulement dans le fait de le dire, parce que c'est vrai que, comme tu le précises, les sociétés disent oui, nous on est très tournés vers notre client, mais globalement, elles sont tournées vers les produits et les prix. Ok? Elles sont pas vraiment sorties de ce schéma-là. Donc là, on rentre dans cette ère-là, et c'est vrai que au niveau global, puisque tu me poses la question, puisque moi je travaille au niveau international avec tous les continents, il y a des maturités qui sont assez différentes. Je dirais que les premiers, évidemment, ce sont les US. C'est eux qui ont un peu lancé la tendance. D'ailleurs, c'est les entreprises qui sortent des US qui ont un petit peu l'idée la marche en termes d'expérience client. Il y a des grosses sociétés qu'on connaît tous, je n'ai pas besoin de les citer, qui sont déjà voilà, très en avance sur le sujet. Donc, je dirais que ça se développe relativement vite aux US. Ensuite, si on va vers l'Europe, on est aussi dans une bonne tendance en Europe, mais pas dans tous les pays. Alors, je dirais plutôt que l'Angleterre est plutôt avancée, la Hollande. Après, si on veut parler de la France, puisque là aujourd'hui on est en France, la France a encore
est encore un petit peu sur le chemin. La France a compris enfin, les sociétés françaises ont compris qu'il fallait prendre ce pli-là, mais elles sont encore un petit peu perdues. Elles savent pas où s'adresser, comment le faire, avec qui. Elles sont un petit peu perdues. Moi, j'ai eu j'ai des prospects français qui me disent, je veux faire de l'expérience client, mais qu'est-ce que je dois faire? Donc, la France est un petit peu en retard, on va dire, par rapport à ses voisins en Europe. Mais globalement, l'Europe avance plutôt pas mal. Les pays de l'Est aussi commencent à bien bouger en termes d'expérience client. Après, si on part en Asie, alors l'Asie, ils sont très au courant de ce qui se passe en termes d'expérience client. Toutes les entreprises, on sent qu'il y a une vraie conscience, mais ils sont pas encore prêts à investir. En fait, ils veulent être là, ils veulent être sur le devant de la scène, ils commencent à faire des choses, mais ils ont besoin encore de comprendre un petit peu plus. Mais il se passe pas mal de choses déjà en Asie. Et après, pour finir, on a l'Afrique. L'Afrique est assez surprenante parce que j'ai trouvé qu'ils sont plutôt avancés. J'ai pas mal de prospects de clients en Afrique du Sud. Ils ont une pratique qui est quand même bien avancée. Ils ont aussi des experts qui sont bien avancés. C'est aussi quelque chose qu'il faut préciser, c'est que c'est une certification. On rentre pas dans le customer experience comme ça. Il y a des experts il faut rentrer. Ils ont des certifications, ils ont passé des tests. Donc c'est pas juste comme ça. Il y a une vraie méthodologie, mais on va en parler après. Voilà, donc l'Afrique, globalement, il y a aussi des petits pays comme le Nigeria, par exemple, qui, je trouve, éclorent beaucoup dans ce domaine, ont beaucoup d'activités, donc ça peut être assez surprenant. Donc voilà, globalement, à peu près comment le monde se situe. Après, tu voulais parler peut-être des secteurs. Les secteurs, avoir peut-être un aperçu entre la vision qu'on peut avoir peut-être un petit peu de l'extérieur de ces sujets-là. On imagine toujours des secteurs un peu types. On pense bah, voilà, au retail, des fois banque, assurance. Pas faux. Voilà, c'est pas faux. Avoir ton point de vue là-dessus, ça m'intéresse aussi pour m'en rendre compte voilà, un petit peu de ta Bah, c'est vision. ce que tu as dit en fait. C'est vrai que ceux qui ont pris le pli de l'expérience client le plus rapidement, je dirais que c'est le retail. Pourquoi? Bah, parce que c'est eux qui ils sont face à face avec les clients tous les jours, donc il y a une espèce d'urgence à le faire. Ils n'ont pas le choix. En plus, il y a eu le Covid qui est passé, qui est toujours un petit peu en cours, donc ça a changé un peu la façon de vendre, la façon de s'adresser aux clients. On, quand même, et la plupart des retail et des sociétés qui sont dans le retail ont dû faire cette transformation digitale encore plus. Enfin, ils y étaient déjà, mais là, ils ont dû la pousser d'un cran bah parce qu'ils n'ont pas eu le choix, les gens étaient chez eux, donc il fallait faire des choses pour servir les gens qui sont chez eux. Donc c'est vrai que le retail, de l'histoire, enfin depuis le début, c'est quand même eux qui lead un petit peu, enfin, je veux dire, cette pratique. Après, tu l'as aussi dit, c'est vraiment moi ce que j'ai observé, c'est tout ce qui est dans le système financier, enfin toutes les organisations dans la finance, donc les banques, les assurances, qui ont quand même une conscience et qui veulent vraiment avancer dans ce domaine. Ils veulent vraiment être leaders. En fait, c'est vraiment dans un souci de. Je pense qu'il y a aussi une compétition acharnée au niveau des banques et des assurances. Hein, faut quand même pas l'oublier. Donc, ils ont quand même, oui, ils ont cette conscience et ils avancent assez vite. Ils avancent assez vite par rapport aux autres secteurs. Et après, je dirais qu'il y en a un troisième aussi que j'ai repéré qui est toute l'industrie pharmaceutique, mais je pense que c'est intimement lié au Covid et à la situation parce qu'ils ont dû se renouveler aussi extrêmement vite. Ils ont dû faire des choses complètement différentes, des façons, voilà. Donc, je les vois quand même pas mal passer dans tous les pays. Et juste d'ailleurs par rapport à ça, et après on rentre, mais ça, ton ouverture là sur les entreprises pharmaceutiques, ça m'intéresse. Est-ce que pour toi, il y a vraiment des différences dans l'appréhension que les secteurs ont de cet enjeu d'expérience client, dans le pourquoi en quelque sorte, ou la manière de voir le sujet? Est-ce que c'est globalement les différents secteurs ont à peu près voient la même chose derrière, ou est-ce qu'en fait, dans la perception, dans l'échange que tu peux avoir, tu vois des vraies différences dans la manière dont ils perçoivent ce sujet? Globalement, j'ai l'impression qu'ils le perçoivent plutôt de la même manière. Après, ça dépend vraiment de leur niveau de maturité. C'est toujours pareil. Il y en a ceux qui sont dans ces secteurs-là, ils sont un petit peu plus matures, donc ils ont quand même une connaissance globale. Après, c'est vrai qu'il peut y avoir des différences, donc il faut savoir s'adapter à eux. Mais globalement, ils savent pourquoi ils le font et ils savent quels en sont les résultats. Parce que c'est aussi qu'on a un problème dans la plupart des marchés et dans la plupart des secteurs, c'est que ils voient le truc, ils se disent oui, ça a l'air pas mal, mais ils n'arrivent pas à le traduire en termes business et en termes
termes de KPI. Et ça, c'est un gros problème. On va aussi en parler après. Donc, ils ont un petit peu de mal à se projeter parce que c'est vrai que ça peut être quelque chose qui peut être du moyen ou du long terme. Il y a des choses court-termistes à faire, évidemment, et on va en parler, mais c'est quelque chose qui peut prendre un petit peu de temps au début à mettre en place. Après, une fois que c'est en place, je veux dire, on sait qu'aujourd'hui, les sociétés qui font du customer experience, et on le voit aux États-Unis avec les études Gartner, Forrester, etc., c'est 1,5 fois de croissance de plus dans l'organisation. Donc, il y a vraiment, Oui. voilà, il y a des vrais résultats. Mais ils ont du mal à le voir parce que pour eux, il y a encore le prix, le produit, voilà, c'est des KPI qui sont solides et sur lesquels ils ont l'habitude de travailler. Et donc justement, là, tu parlais de cette idée de comment ça se met en place, en quelque sorte, c'est un peu la question que les gens se posent en France, et je te rejoins là-dessus dans pas mal de cas. Et au-delà donc du concept un peu théorique, on comprend à peu près l'idée qu'il y a derrière cette idée d'expérience client. Est-ce que pour toi, il y a une méthodologie, ou il y a des méthodologies qu'on peut suivre, qui sont cadencées par étapes pour se projeter dedans? Et si tu en as, est-ce que tu peux nous résumer un petit peu le cadre, en quelque sorte, de ces étapes? Alors bien sûr qu'il y a une méthodologie, hein, le customer experience, c'est pas juste quelque chose comme ça qui est sorti du chapeau. Il y a vraiment, toute une analyse qui a été faite et il y a une vraie méthodologie pour développer un plan customer experience à l'intérieur d'une entreprise. Comme je l'ai précisé tout à l'heure, ceux qui font ce genre, de développement, il y a des gens certifiés, qui sont ce qu'on appelle CCXP. Il y en a à peu près 2 ou 3 000 dans le monde, donc c'est pas tant que ça et chaque année, il y en a de plus en plus. Donc, vous passez par un système de formation pour comprendre les grandes étapes et pour comprendre en fait ce que ça implique. Parce que c'est quand même un changement de mentalité, c'est un changement dans la façon de faire et la façon de diriger une entreprise. Donc, les grandes étapes, et je peux les décrire là si tu veux être vraiment très concret, c'est Je veux toutes les bien. mêmes étapes. Après, en fonction de la maturité, en fonction de l'organisation, en fonction de comment elle est, ce qu'elle veut obtenir, évidemment, c'est flexible et on va pouvoir naviguer. Mais les étapes et la méthode restent exactement la même pour toutes, à chaque fois, que ce soit dans le monde du B2B ou que ce soit dans le monde du B2C, c'est la même chose. Donc, je dirais que la première étape, quand on arrive et qu'on dit bonjour, madame, je veux faire un plan expérience client, qu'est-ce que je peux faire? Alors, là, si vraiment on part du début jusqu'à la fin, OK, faisons une évaluation déjà. On va évaluer vos compétences, ce qu'on appelle CX, à l'intérieur de l'entreprise. Alors, c'est à travers des questionnaires, des interviews, on peut faire des workshops et on va évaluer la maturité CX de l'entreprise. Ça peut être une première étape. Donc, déjà, on sait d'où on part. Culturellement, est-ce que vous êtes vraiment customer centric ou est-ce que vous êtes un petit peu product centric? Donc, et ça se fait avec plusieurs personnes au sein de l'entreprise. On pourra le détailler après. Mais l'objectif, c'est de désiloter, en fait. C'est d'avoir l'avis de tout le monde, pas des dirigeants, pas que du marketing, pas que du sales. C'est d'avoir une vue globale. Donc, on va interroger tout le monde. Ensuite, une fois qu'on a fait cette étape-là, vient la stratégie. Tout le monde dit oui, mais moi j'en ai une de stratégie. Évidemment qu'il y en a une. Il y en a toujours une. Mais est-ce qu'elle est alignée avec les objectifs CX? Qu'est-ce que ça veut dire en gros? Si pour résumer, je résume la stratégie CX, c'est est-ce que vos valeurs, les valeurs de votre entreprise sont en ligne vraiment avec ce que vous délivrez? Parce il y a parfois, Oui, c'est oui, pas oui. tout à fait clair. Je donne un exemple hyper Pas tout simple. parfois, mais oui. Ouais, c'est-à-dire qu'on dit on est réactif, rapide, ceci, cela, et puis en fait, dans les faits, on n'est pas si réactif, si rapide, et voilà, on vend quelque chose, mais au final, c'est pas exactement ce qui se passe dans l'entreprise. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut revoir quand on arrive. C'est une étape importante pour être sûr que c'est bien en ligne. Alors, l'exemple que je voulais donner, et pour que vous compreniez exactement ce que je suis en train de dire, on prend McDonald's. Tout le monde connaît McDonald's, ok? C'est quoi la promesse de McDonald's? La promesse de McDonald's, c'est que vous allez manger rapidement. Bon, sain, pas trop, mais quand même un peu, ils essayent, hein, voilà. Mais en gros, la promesse principale, c'est que ça va aller vite. Donc, si vous allez chez McDonald's et que vous faites la queue plus de 10 minutes, vous n'êtes pas content. OK? Alors que si vous êtes dans un restaurant 4 étoiles et que vous attendez un peu, mais c'est pas ce que vous attendez parce que les valeurs, c'est pas ça. Les valeurs, c'est d'arriver, de parler, de prendre du temps. Donc si vous prenez du temps et même vous prenez une demi-heure, ça va très bien se passer. Votre expérience vous allez être super content parce que ce que l'organisation vous donne, c'est ce qu'elle vous délivre. Si McDonald's demain se met à faire attendre les gens pendant 20 minutes pour avoir un hamburger, là, la promesse, elle est plus tenue, donc ça va pas. Donc c'est ça qu'il faut faire dans les entreprises. Il faut bien faire en sorte que la promesse soit en ligne avec ce que vous délivrez. Donc ça, c'est une deuxième étape. Ensuite, une des plus grosses étapes, je résume, hein, Oui. je fais les grandes étapes. Et on va dire que c'est le parcours client.
Une fois que vous avez fait ça, donc vous savez comment vous êtes organisé, vous savez ce qui se passe, allons-y. Mesurons le parcours client. Qu'est-ce qui se passe quand le client il arrive aux premières étapes, il entre en contact avec votre marque ou votre société, et quand il en sort? Qu'est-ce qui s'est passé tout le long? Donc là, on va cartographier le parcours par étape. On va identifier ce qui marche pas, pourquoi. On va aller dans le détail. On va disséquer un petit peu l'entreprise. J'aime pas trop dire disséquer parce que ça fait un peu peur aux gens, mais dans la réalité, c'est ce que c'est. Donc, on va essayer de comprendre. Et on va le faire avec plusieurs personnes de l'entreprise qui viennent de différents départements. Donc ça, c'est une troisième étape. Et une fois qu'on a fait cette étape-là, évidemment, comme je l'ai précisé, on va avoir des choses qui vont bien se passer, des choses qui vont moins bien se passer. Qu'est-ce qu'on fait? Bah, on a identifié des points, des nœuds, des choses qui ne marchaient pas. Et ben, on met des solutions en face. Ensuite, on fait un plan d'action. Et ensuite, on délivre le plan d'action à l'intérieur de l'entreprise. Et la dernière étape, c'est de mesurer. On va mesurer. OK, on a fait ça, mais maintenant, est-ce que quand j'ai mis une action en place, est-ce que je vais avoir un bon retour? Donc, on peut mettre des métriques et mettre ce qu'on appelle du voice of the customer. Donc, c'est vraiment intégrer des interactions clients, et des études. Alors, ça peut être du NPS, ça peut être des enquêtes de satisfaction, enfin tout ce que vous voulez. Et vous allez les plugger et voir si les actions que vous avez mises en place, elles ont un effet direct sur les KPI que vous mesurez. Voilà. Donc, en gros, c'est ça le schéma. D'accord. Très clair et parmi ça, donc tu as vraiment cette partie un peu amont qui va être d'études, d'analyse, en Exactement. interne, de définition de modélisation du parcours client, d'analyse de la rapport stratégie avec les valeurs réelles, et après tu as ce côté vraiment mise en place en quelque sorte des actions. Est-ce que parmi Exactement. ces étapes-là, il y en a une où tu dis ça vaudrait le coup de la détailler un peu plus pour être capable de modéliser un petit peu comment ça se passe concrètement en quelque sorte dans la manière de traiter une étape? Bah, je pense que c'est le parcours du Oui. c'est le cartographie du parcours client parce que c'est le cœur, en fait, de l'expérience client et évidemment, c'est cette étape-là qui est la plus importante. Évidemment, il y a des choses qui se passent avant, des choses qui se passent après, mais le cœur, il est là. Le cœur, c'est de savoir de maîtriser ce que votre client fait quand il entre en contact avec vous, à tous les niveaux. Quand il entre à l'accueil, quand il appelle le support client, voilà, après ça dépend des domaines effectivement, mais c'est qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe bien? Qu'est-ce qui se passe moins bien? Et comment est-ce que je peux régler le problème? L'expérience client, c'est ça, c'est de maîtriser parce que le problème que les entreprises, elles ont, c'est que parfois, elles ne maîtrisent pas l'intégralité de leur parcours. Elles maîtrisent une partie et elles sont persuadées qu'elles maîtrisent tout, mais elles n'ont pas vu qu'il y a des petits détails qui sont à revoir et qui sont tout aussi importants parfois que le gros éléphant qu'il y a au milieu de la pièce. C'est la différence Heu, entre la vision que va avoir l'entreprise du parcours client quand elle le regarde de l'extérieur et le parcours client réel, enfin perçu par les exactement, clients alors et exactement et ça, c'est extrêmement clé ce que tu dis parce que, ce qu'on essaye de faire ressortir dans un parcours client, c'est qu'on va mapper, donc on va cartographier à l'intérieur de l'entreprise le parcours, c'est-à-dire que ce sont tous les employés, alors pas tous, mais on fait une sélection évidemment, ce sont les gens qui travaillent en interne qui vont mapper, qui vont dire moi je pense que là le client ça se passe plutôt bien, je pense que quand il fait le WhatsApp ça se passe bien, en revanche je pense que quand il va sur le site web il y a de l'information qui manque, donc lui à l'intérieur de votre entreprise, enfin de ton entreprise, tu vas cartographier toi-même et après tu vas mettre ça en perspective avec la satisfaction client sur les mêmes étapes. Donc, tu vas voir ce que toi tu pensais avec la réalité. Et parfois, toi, tu pensais que l'expérience a été là et la réalité, elle est là. Ou parfois, c'est l'inverse. Donc, il faut essayer de comprendre pourquoi. Et ça te permet de pointer et de dire, OK, à cette étape spécifique du parcours, moi, je pensais que ça se passait hyper bien. Bah, je me rends compte qu'en fait, il n'est pas content. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai raté? Qu'est-ce que j'ai pas compris? Et en plus, ça permet de désiloter parce que c'est un des problèmes des entreprises, c'est que si tu es au marketing, tu es au marketing. Si tu es au sales, tu es au sales. Si tu es à la finance, tu es à la finance. Et ils ne se parlent pas forcément entre eux. Donc, ils ne comprennent pas que le travail de l'un a de l'impact sur le travail de l'autre. Ils font très bien leur travail, ils se disent, bah, j'ai très bien fait mon truc. Mais parfois, la transition n'est pas très bien faite. Et du coup, ça crée un trou dans l'expérience du client. Mais eux, ils ne le voient pas. Donc, ça permet en fait d'identifier ces petits trous. oui, chacun voit uniquement par rapport à sa partie. Ça, c'est Exactement. on a Et ils souvent ne voient pas la oui, transition et le oui, lien. et pas les transitions qui est tout aussi importante que dans l'idée que la continuité du parcours que chaque étape. Et juste là, une petite question complémentaire, ça c'est mon côté un peu IT, mais comment tu modélises en fait? Parce que là, tu récupères ces informations-là. Ça ressemble à quoi un parcours client
qui est modélisé, qui est défini. Bah, je C'est pourrais un te le montrer, papier, mais c'est un en gros, un dessin. parcours client, tu prends un parcours, par exemple, tu es dans une banque et tu veux le parcours du client qui ouvre pour acquérir une carte bancaire. Ok, donc tu vas drafter toutes ces étapes. Donc, par exemple, il y a 6 étapes par lesquelles il passe pour obtenir une carte bancaire. Il rentre en contact, il envoie un formulaire en ligne, ensuite il est recontacté, il achète et il définit quel privilège il veut sur sa carte, et ensuite il obtient sa carte. Donc en gros, c'est ça. Donc, tu as une interface dans laquelle tu as les étapes une par une. Donc là, on va dire qu'il y en a 6, par exemple. Et ensuite, une par une, tu vas les détailler. Ok. Ok, tu vas les détailler. Donc, par exemple, dans l'étape où il rentre en contact par WhatsApp, il rentre en contact par le site web, il rentre en contact parce qu'il va directement, en fait, au bureau de la banque et du coup avec quelqu'un en direct. Est-ce que les 3 se passent bien? C'est pour la même chose, mais est-ce que les 3 se passent bien? Et tu fais ça pour chaque étape. Ensuite, ça, c'est ton point de vue. Ok, tu fais ça à l'intérieur de ton entreprise, c'est ton point de vue. Et après, ce que tu vas faire, c'est que tu vas, puisque tu me parles en termes IT, tu vas connecter les enquêtes qui parlent de ces étapes-là et tu vas voir si ton point de vue est le même que celui des clients. Et c'est là où tu fais des ajustements et où tu peux pointer en disant, là, c'est bon, on a le même point de vue, c'est bon, on maîtrise. Là, il semble que dans l'étape 2, bah, nous, on pense que ça se passe très bien et finalement, le client, lui, il trouve que ça se passe pas super. OK, on va essayer de creuser là-dedans. L'étape 3, nous, on pensait que ça se passait pas top et puis le client, finalement, est content. Bon, bah, peut-être qu'on met trop d'énergie. Voilà. Et c'est comme ça que tu fais. Et c'est un cycle qui ne s'arrête jamais, évidemment. Ok, non, mais c'est très clair et je vois bien cette idée de process qui est un peu comme tel Oui, que tu c'est assez l'as simple. décrit. L'interface est super simple, en fait, hein. Oui, ok. Non, mais très clair. Et après, là, tu parlais justement sur le côté impact que ça peut avoir au-delà. Les entreprises n'ont pas forcément toujours conscience que une fois qu'on s'intéresse au sujet, bah, ça peut avoir des impacts qui vont plus largement que ce qu'on avait identifié au départ. Donc, d'un point de vue organisation, d'un point de vue impact business, pour toi, comment ça se matérialise pour les entreprises? C'est quoi les changements que ça peut impliquer en fait entre une entreprise qui commence à s'intéresser au sujet et qui se met en route? Bah, je Euh, pense que le premier impact, c'est un impact de changement de mentalité. C'est-à-dire qu'il faut, à un moment donné, accepter de se dire, et j'ai parlé à pas mal de dirigeants, et ils l'ont compris, ils ont dit, OK, donc il y a peut-être une méthodologie, une façon de faire, une méthode de travail à l'intérieur de l'entreprise qui va commencer à évoluer. On va commencer à désiloter les départements, arrêter de les mettre chacun dans leur carcan et de décider peut-être de les faire parler ensemble. Donc, c'est aussi sociétal, c'est-à-dire que il y a une dimension très sociale qui va changer. Donc, il y a une culture d'entreprise qui est un petit peu à changer et qui doit être un peu l'idée par les dirigeants. Donc, ça, c'est une première étape. Il y a vraiment une culture à changer de cette culture aussi d'excellence. Alors, souvent, les entreprises, elles ont la culture d'excellence, c'est pas ce que je veux dire. Mais disons que il faut apprendre à travailler un petit peu plus ensemble et à pas se dire que parce que moi j'ai bien fait mon travail, ouais. est-ce que ça a quand même un bon impact sur, sur celui qui récupère derrière? Donc, je pense que le premier impact, c'est celui-là. Après, le deuxième impact, bah, c'est que les entreprises vont commencer à comprendre que c'est source de profitabilité et de performance. C'est-à-dire que c'est à un moment donné comprendre que l'expérience client fait un lien avec la profitabilité et la performance. Et ça, c'est quelque chose qu'ils ne font pas. Ils le font avec le produit, avec le prix, avec le service, mais ils ne le font pas avec l'expérience client. C'est comme je disais au début, il y a aussi d'autres études qui disent que 2 tiers en fait de la rétention client, elle est liée à l'expérience que vous lui donnez. Elle n'est pas liée au produit et elle n'est pas liée au prix. Donc, c'est quand même quelque chose qui est assez saisissant. Donc, il faut qu'ils fassent cette transition et c'est en ça qu'il y a vraiment un impact. Et du coup, ça peut avoir un impact sur leur business model à terme. Alors, c'est pas non plus, on va pas arriver avec les gros sabots et changer l'intégralité de la société. Attention, ça se fait par étapes, évidemment. Et puis, il faut comprendre d'où vient la société et où elle veut aller. Mais quand ils auront compris que les petits changements de business model vont avoir un impact vraiment sur la profitabilité et la performance de l'entreprise, là, on commence à voir les choses un peu différemment. Et justement, là, tu parles un peu derrière ça, tu parles de KPI, de retour sur Ouais. investissement. On t'a commencé à en parler. Bon, on connaît tout ce qu'est NPS, la voix du client, c'est des choses qui sont connues. Mais comment
voilà, est-ce que tu as d'autres exemples de KPI? Comment on mesure vraiment cet impact-là? Tu parlais aussi énormément d'amélioration continue dans le process. C'est qu'une fois que tu l'as défini, bon, on le confronte et on améliore et on confronte les actions, etc., etc. Comment ça se met en place? Parce qu'il faut pas juste, c'est pas uniquement avec le NPS et la Oui, bonne. parce que le NPS, c'est une des parties, ça va faire partie du plan, c'est-à-dire qu'on va avoir du NPS. Déjà, est-ce que le NPS est fait correctement? C'est aussi d'autres questions en fait qui peuvent se poser à un moment donné. Mais c'est une des parties. Mais ce qui va se passer au bout d'un moment, c'est que quand vous faites la cartographie du parcours client, il va y avoir à peu près c'est un chiffre moyen, mais il peut y avoir entre, je sais pas moi, 40 et 150 solutions ou actions proposées suite à ça. Ça peut être énorme, attention. Après, ça ne veut pas dire qu'il faut tout faire. Et après, il y a un système de priorisation, parce qu'évidemment, on ne peut pas tout faire. Parfois, ça peut aller comme je l'ai dit, changer un petit bouton sur un site web, et là, ça améliore, et d'un coup, ça change tout, les gens y cliquent plus. Alors, c'est un petit changement. Parfois, il faut changer son CRM. Donc, il y a vraiment toute une panoplie. Donc, une fois qu'on a fait ça, on va voir au niveau, on a aussi dans l'outil un système qui va prendre tout ce qui a été fait, tous les résultats de l'entreprise et qui va le mettre en perspective et qui va pouvoir générer un ROI par le customer experience. Alors, c'est des calculs qu'il faut faire en fonction des interactions, enfin des enquêtes qu'on a faites, parce que j'ai toujours le truc en anglais, mais c'est tout ce qui est voice of the customer, en fonction des actions qu'on a mises en place, et on va corréler tout ça, et là, on va sortir vraiment un ROI. Mais ça prend un petit peu de temps parce que ce sont des choses qui évoluent avec le temps. Mais quand vous avez mis en place, quand vous avez entre 40 et 150 solutions et que vous en avez mis en place quelques-unes, peut-être 5 qui sont hyper stratégiques, hyper prioritaires, tout de suite, vous allez voir les bénéfices qui vont monter, quoi. Et Enfin, cette ça se idée-là, calcule assez bien. tu arrives quand même à avoir des KPI qui sont. Tu arrives quand même à la fin à faire vraiment ce lien entre les bénéfices et les actions qui Ouais. vont au-delà de juste, en gros, de la satisfaction, mais qui sont voilà, des indicateurs à différents niveaux. Exactement, des indicateurs avec des tableaux qui vont préciser par action, par point de contact, voilà. Donc, par exemple, ça peut être un nombre d'appels qui a été diminué de façon significative dans un support client. Ça peut être, c'est des KPI qui sont comme ça. Hmm. Et après, du coup, on, on met ça sur vraiment des KPI plus globales de bénéfices. Parce Ouais. qu'évidemment, bah, si on a baissé le nombre d'appels, peut-être qu'on a moins de collaborateurs qui sont derrière leur téléphone, donc on a moins de coûts, et c'est comme ça qu'on arrive à dresser en fait des ROI, des KPI globaux. Sachant que ces KPI que tu as un petit peu quand tu parlais là, du nombre d'appels au support, c'est des choses qui sont aussi définies pendant les études amont que tu fais dans la Bah, méthodologie. Ou c'est, bah, quand tu fais la cartographie du parcours, tu t'aperçois aussi que il y a des appels au support parce qu'il y a des choses avant qui ne sont oui, pas faites correctement. Donc forcément, c'est comme ça que tu identifies. Donc, tu vas régler plusieurs problèmes, en fait. Tu vas le régler en amont, tu vas le oui, régler aussi peut-être il peut y avoir aussi quand tu appelles le support client un manque d'expertise, par exemple. Ça peut arriver. Donc tu vas identifier ça, mais c'est aussi parce qu'avant il y avait quelque chose qui dysfonctionnait, qui fait que ça appelle systématiquement. J'ai des exemples là-dessus à te donner. Donc c'est vraiment tout est lié, en fait. Et dès que tu commences, tu identifies tellement de choses. Après, c'est un travail de priorisation et de savoir quels chiffres prendre pour montrer les oui, KPI. Mais on a un modèle à l'intérieur de la plateforme qui fait ça, en fait, qui fait d'accord. ça. Ok, ça répond bien à ma question. Est-ce que tu as, justement, tu parlais d'exemples, est-ce que tu as un peu des exemples de projets que tu pourrais nous partager, que tu as pu mener, sans citer hein, forcément, bien sûr, les clients, mais des exemples de projets, peut-être de problèmes de problèmes qui ont pu être identifiés, voilà, pour illustrer un petit peu tout ce qu'on se dit là, au travers de cas concrets et d'exemples. Quand tu as une relation avec un client, il y a toujours des choses qui se passent bien, des choses qui se passent moins bien. Enfin, c'est la vérité chez tout le monde. Mais il faut savoir identifier les choses qui sont importantes et qui le sont moins. Donc, si tu pars du principe que tu connais tout et que tu sais tout et que tu n'as, voilà, bah, tu vas rater quelque chose. Oui, tu as une bonne maîtrise parce que ton client, en général, ça se passe bien, il t'arrive à avoir les influenceurs et tout. Mais il y a des équipes derrière qui sont aussi des influenceurs qui, à un moment donné, sont dans le concret. Et quand le concret pour eux, ça devient difficile,
difficile, bah, ça remonte et au bout d'un moment, il y a des décisions qui sont prises. Donc il faut faire très attention. Moi, je me méfie toujours quand mes clients disent: «On connaît nos clients par cœur». Plein de fois, j'ai été en workshop et il y a des gens qui sont réticents même à des présentations ou des masterclass, ils disent: «Mais, à quoi ça sert d'aller dans ce niveau-là? Nous, on sait, là, on sait que ça marche, là, on sait que ça marche pas». Je pense qu'il y a certaines nuances qui n voilà et des fois, les toutes petites choses, c'est des petits grains de sable partout, font qu'à la fin, il y a un changement qu'ils n'avaient pas anticipé. Mmh. Donc, on est dans la précision, c'est de l'orfèvrerie, hein, c'est pas on n'est pas dans le global, comme tu disais, il faut vraiment être concret. C'est à chaque fois que le client, il est en contact avec toi, est-ce que ça se passe bien et comment ça se passe? À tous les niveaux. C'est pas qu'au niveau du CEO, c'est au niveau, des techs, voilà, au niveau de l'informatique, au niveau voilà, il faut prendre ça dans son ensemble et c'est ça vraiment être, customer centric. On Et rentre c'est dans une ère différente. Ouais, et je fais vraiment le parallèle dans ce que tu me dis avec aussi, nous, enfin, d'un point de vue marketing, quand on travaille ça en amont sur le côté prospect, où on s'intéresse bien sûr, quand on parle des buyer persona, bah là c'est un peu, mais quand on s'intéresse forcément aux décideurs, mais en fait le décideur c'est pas tout. On peut très bien rentrer par des influenceurs internes qui ont peut-être moins de poids, mais qui vont eux faire remonter le besoin. On a aussi besoin de s'adresser dans les discours marketing qu'on a à des gens qui vont être les utilisateurs finaux, qui ont en effet peut-être pas de poids direct dans le débat, mais qui à un moment donné vont amener des petits grains ou vont planter des graines chez des clients Exactement. potentiels. Et donc, Mais je peux te donner aussi un exemple, mais ça, c'est un exemple pas que j'ai vécu moi, mais que j'ai vu. ouais. Une grande chaîne de restauration, de pizza américaine. Il y avait le CEO et qui ne comprenait pas parce que ses bénéfices étaient en train de tomber. Enfin, c'est-à-dire ça il trouvait qu'il enfin pas ses bénéfices, son chiffre d'affaires descendait. Il se disait: «C'est pas possible, on a mis des nouvelles choses en place dans chaque restaurant, on a plein de services, la pizza elle est super bonne, je comprends pas». Et en fait, il était avec tout son board et il discutait des chiffres. Les boards disaient: «Non, ça se passe super bien, tout va bien, c'est pas possible, machin et tout». Le CEO, tu sais ce qu'il a fait? Il a dit: «OK». Vous savez quoi? Il est passé incognito. Il a été dans un des pays où, bon, comme c'est une chaîne qui est globale, là où les gens connaissaient pas son visage, il s'est fait passer pour un client et il a été faire le parcours. Et là, il est tombé de sa chaise. Donc c'est en gros, il l'a fait concrètement, mais c'est comme si tu le faisais Mmh. aussi, en digitalement. Il a été acheter sa pizza et là, il a vu un service qui lui plaisait pas du tout. Alors je sais plus exactement ce qui lui a déplu, mais il y avait deux trois choses en fait, dans le service, dans l'amabilité, dans, aussi la pizza qui était servie. Donc il a fait juste l'expérience, voilà, il l'a fait. Il est revenu, il a dit à son board: «C'est ça, 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 ça qui va pas. Vous me changez tout ça» et évidemment après, bon, ça fait un peu l'histoire à la Candy, Ouais. mais effectivement, tout a remonté et tout s'est bien passé parce qu'il a mis en place des choses Ouais. pour changer. Donc tu vois, c'est ça l'expérience client. C'est-à-dire que tu as une visibilité aussi, tu as des gens qui ont une visibilité globale, mais tu as des gens qui sont dans le concret. Et parfois, tant que tu n'as pas vécu le Mmh. concret et que tu ne te mets pas à leur place, et c'est ce qu'on fait avec Semantica, tu te mets à la place, tu essayes d'anticiper ce que eux ils vivent, là tu vois des choses que tu voyais pas avant. Donc tu vois, c'était aussi simple que ça. Ouais. Et ça, j'en suis vraiment convaincu. De manière générale, on parle d'expérience client, mais dans à peu près tous les sujets, c'est vraiment une conviction que j'ai, c'est de se dire qu'il faut sortir de sa vision à soi, un sujet. C'est de Exactement. ce qu'on imagine de la manière dont il se passe, parce que de ce qu'on perçoit, et toujours réussir à prendre le regard de la personne qu'on a, enfin, du client, en tout cas de la personne qu'on a en face, pour être capable de se mettre à sa place. Et ça, ce changement de vision est souvent essentiel dans énormément de sujets. Côté marketing, c'est le cas. Expérience client, c'est le cas. Oui, et Et toute ton expérience, elle est liée à tes attentes. Quand tu as une attente de quelque chose, si tu n'as pas, si, même si l'expérience qu'on te donne est super, en soi, elle est top, mais si ça répond pas à tes attentes, t'es pas content. C'est comme ça. Donc, il faut savoir comprendre ça, et c'est pour ça aussi dans le système que tu en parlais tout à l'heure, tu as les personas, c'est des segmentations en fait, parce que tu fais un parcours pour une segmentation, pour un groupe en fait de personnes. Je te dis, pour vraiment que tu comprennes, tu es dans la banque encore une Mm. fois, tu fais un parcours client pour les 12-24, va pas être le même, et pourtant c'est pour acheter une carte tous les deux, mais il va pas être tout à fait le même et tout à fait la même expérience pour les 12-24 pour les seniors. Parce que les Donc, attentes sont pas les mêmes. Les parce attentes que sont les attentes sont pas différentes. les mêmes. En revanche, le système, lui, il est le même. La carte, elle est la même. Après, les bénéfices vont pas être exactement les mêmes, peut-être pour les seniors et les jeunes générations, mais au final, tu obtiens une carte. Donc là, tu vois, tu dois faire aussi des nuances par rapport aux attentes de tes clients Ouais, sur un même produit. ouais. Et Le c'est produit est c'est le en même et ça c'est qu'il y a le l'expérience. persona qui intervient.
Oui. Donc voilà, c'est une corrélation de tellement de choses en même temps, mais si à un moment donné, tu te poses pas, tu essayes pas de te mettre à la place de ton client, tu essayes pas de comprendre les étapes par lesquelles il passe et tu décilotes pas l'entreprise, bah, tu obtiens des nœuds où, tout le monde te dit: «C'est génial, tout se passe bien» et puis le mec il dit: «Bah non, ça se passe pas bien parce que moi je vends moins de pizza et je comprends pas pourquoi». Ouais. Voilà, voilà, c'est en gros, c'est ça. Merci beaucoup Esther. Je ne sais pas s'il y a un dernier point sur lequel tu veux revenir ou que tu veux insister, mais sinon c'était très clair et très intéressant de mon point de vue, donc je suis sûr que ça sera pareil Bah, pour j'espère. l'audience de notre chaîne. Bah, écoute, juste te dire que voilà, l'expérience client, c'est pour les entreprises, c'est quelque chose, qui est incontournable aujourd'hui. Je pense que, il y a aussi des études qui disent qu'en 2022, ou 2023 plutôt, 25 des entreprises auront, un département dédié CX. Parce qu'aujourd'hui, c'est pas Ouais. encore tout à fait le cas. Il y en a qui ont aux États-Unis et même en Europe, il y en a qui ont. Mais souvent, ça fait partie du marketing ou de d'autres départements ou de l'IT aussi. Donc, mais c'est une tendance en fait qui est en train de monter et elle est inévitable, c'est-à-dire qu'elle est incontournable. Si on fait pas ça, certaines entreprises vont tomber parce que c'est important, parce qu'aujourd'hui, ce sont les attentes des consommateurs. C'est les attentes, donc il faut répondre aux attentes. Après, je dirais qu'il ne faut pas faire peur à tout le monde non plus. Quand on veut partir pour une aventure customer experience et qu'on ne sait pas du tout ce que c'est, déjà, on va arriver, on va regarder un petit peu, on va faire le point sur l'entreprise et on n'est pas obligé d'arriver et d'appliquer l'intégralité de la méthodologie que j'ai décrite. On peut sauter quelques étapes et on peut s'adapter à l'entreprise, faire un micro-projet pour montrer ce que c'est, leur montrer en fait comment ça marche, commencer à leur faire comprendre la culture que ça implique, à faire changer un peu les mentalités dans un micro-projet. On regarde ce que ça donne, on voit les résultats et ensuite on étend. Donc c'est quelque chose, c'est adaptable, hein. C'est pas on arrive avec nos gros sabots et on fait 2 ans de projet. On est aussi dans une ère où il faut faire les choses rapidement. Donc on est à des projets à 2 mois, 1 mois, on est à des quick wins. Donc le customer experience peut aussi être mis en place dans avec un timing qui est un peu plus réduit et c'est pas forcément, on n'est plus dans des trucs où on part pour 1 an, 2 ans, 3 ans, on n'est plus là-dedans du tout. On est beaucoup plus agile et flexible maintenant et c'est important de le comprendre parce qu'il y a des dirigeants qui peuvent avoir peur en se disant oh là là, oh là là, oh là, dans quoi je m'embarque. Non, on embarque petit et ensuite on grandit. Ce qui est important, c'est de se mettre en mouvement, c'est de passer du discours à C'est dire allons, exactement, si on se met passons pas les. en mouvement, on meurt. Ouais. Ouais, C'est merci comme ça. beaucoup Esther. Merci à toi. Merci.